Merci de nous rejoindre sur cette économie, l'émission panafricaine qui donne la parole aux décideurs et dirigeants qui construisent l'Afrique de demain. Vous le savez, le pôle énergétique de la CAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, était récemment en travaux, en conclave à Libreville. Il était entre autres question de la sécurité dans le secteur énergie. Avec l'extension de nos villes au niveau de l'Afrique, se pose de plus en plus avec acuité la question de la sécurité dans le secteur énergie. La société civile africaine estime qu'elle peut apporter sa contribution justement à une meilleure modernisation de ce secteur. À ce titre, nous recevons sur ce plateau le président de l'ONG Loubia, une ONG gabonaise qui lutte contre les branchements et installations anarchiques au niveau du secteur électrique. Le président n'est autre que M. Cédric Maïla. M. Cédric, bonsoir. Bonsoir, M. Innocent Badou. Alors, l'ONG Loubia œuvre pour les branchements et les installations électriques un peu plus propres. Présentez-nous un peu cette ONG gabonaise. Bien, écoutez, je voudrais déjà, en entame de mon propos, vous remercier pour cette invite que vous me faites sur votre plateau dans le cadre de cette émission, cette économie. Une émission que je voudrais ici mettre à profit pour évoquer avec vous toutes ces questions qui ont trait aux difficultés d'accès des populations gabonaises à l'énergie électrique et partant une vision certes beaucoup plus large à ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Et donc à ce titre-là, nous sommes heureux de nous retrouver ici même dans le cadre de cette émission. L'ONG Loubia, c'est une organisation non gouvernementale qui est créée le 5 mai 2009 à mon initiative. Le 5 mai 2009 à mon initiative, et elle s'inscrit en réalité dans le cadre des consommateurs de l'énergie. Donc c'est une ONG qui est vouée à la vocation de la défense des intérêts, des droits des consommateurs et des intérêts économiques et sociaux des usagers de l'électricité. Nous constituons comme ça une véritable plateforme d'échange, un cadre de réflexion à l'issue desquels nous attelons à poser, n'est-ce pas, les questions liées, sinon relatives à la problématique des difficultés d'accès des populations gabonaises à l'énergie électrique. Une problématique qui se pose avec acuité, qu'elle soulève en toile de fond une autre beaucoup plus vaste, qui est d'ailleurs considérée comme étant un corollaire, à savoir les branchements et installations électriques anarchiques, qui, eux, là, relèvent là un autre aspect, celui considéré comme étant une sorte d'insécurité électrique. Donc, Loubia essaie d'apporter à son niveau un ensemble de réponses, d'accord, au niveau de la problématique qui est posée, certes, ici au Gabon, mais ici et surtout dans la plupart des pays de la sous-région. Comment vous vient l'idée de créer cette ONG? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, merci de me poser la question. Effectivement, l'idée me vient lorsque, je crois en 2009, et puis en réalité beaucoup plus avant, lorsque je constate qu'il y a une recrudescence de sinistres qui sont causés dans le secteur de l'électricité, du fait d'une électrocution. Généralement en saison de pluie. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, il n'y a pas très longtemps, c'est un agent de la SEG, donc, qui est l'unique concessionnaire de fait de droit, qui s'est vu être électrocuté, certainement dans l'exercice de ses fonctions, dans les environs d'Akanda. Et donc des électrocutions comme celle-là, nous en avions vécu, et nous en vivons assez régulièrement. D'ailleurs, les chiffres sont patents. Ils parlent d'eux-mêmes. Et au-delà de ça, il y a également un autre type de sinistres qui sont des incendies, des cas d'incendie. Une kyrielle de cas d'incendie, n'est-ce pas, sont signalés ici et là avec un doigt accusateur des branchements installations électriques anarchiques. Et à ce titre-là, je me suis dit qu'il fallait... En dehors de ça, il y a aussi la question de la qualité justement des instruments, des matériaux qui sont utilisés pour... Oui, mais cette qualité de matériaux de contrefaçon, justement, vous en parlez, a comme corollaire des court-circuits du fait de la surchauffe, d'accord, parce qu'ils n'ont pas été conçus en fonction, selon les normes exigibles en la matière, et donc ne pouvant pas supporter la pression du courant, parce que le courant, c'est du feu, hein, ça chauffe, ne pouvant pas supporter la pression du courant, écoutez, ça entraîne, du moins ça cause des court-circuits, et ces court-circuits vont naturellement causer des sinistres. Et donc c'est au regard de tout cela que nous avons pensé qu'il me fallait agir, et en agissant, j'ai eu comme cela l'idée, avec moi naturellement, hein, un ensemble de collaborateurs, de mettre en place cette structure associative qui se veut être, comme je l'ai dit tantôt, plus haut, une structure de consuméristes, donc qui contribue comme ça à apporter sa modeste pierre à l'édification de l'amélioration des conditions d'approvisionnement de l'électricité au Gabon. Alors je l'ai dit en entame de cette émission,
la sous-région a vu se tenir au niveau de Libreville les travaux de la CAC, pôle énergétique. Est-ce que la société civile africaine que vous êtes, que vous représentez, a été associée à ces travaux? Bon, non, malheureusement, le pôle énergétique de la CEAC, il faut peut-être le repréciser, est un instrument, est un organisme spécialisé, d'accord, qui participe à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques, des politiques énergétiques notamment, hein, dans le suivi des études et dans le processus d'interconnexion entre pays. Et donc, en réalité, à ce titre-là, pourtant pour moi, parce que ce sont généralement les consommateurs que nous sommes qui en sont les principaux bénéficiaires, d'accord, si tel est que nous en arrivons à finalement un niveau suffisant, un taux, on parle de taux énergétique, un taux d'électrification et également une capacité énergétique suffisante, ce sont les consommateurs que nous sommes qui en sont les bénéficiaires. Mais bon, malheureusement, mais comment expliquer, nous n'avons pas été associés. Comment expliquer cette absence? Est-ce que finalement la société civile africaine Pôle Énergie n'est pas suffisamment outillée pour être associée, n'est pas suffisamment visible pour être associée aux travaux des instances telles que la CAC, telles que les politiques gouvernementales, pour ce qui est de l'élaboration des politiques, justement? Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Vous savez, la société civile, je vais vous m'amener là peut-être à repartir vers la définition de l'Union européenne, la société civile est considérée comme étant des acteurs non étatiques, qui sont des partenaires, considérés comme étant des partenaires, et donc qui participent dans la mise en œuvre des différentes politiques publiques, d'accord, qui sont initiées par les différents États. Aujourd'hui, pour le cas d'espèce, on parle d'électrification, on parle d'électricité. L'électricité apparaît comme étant un véritable pilier de tout développement. Et donc, par conséquent, la société civile, qui est un acteur de développement durable, d'accord, devrait en réalité être associée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle ne l'est pas? Écoutez, je pense, ce que je dis n'engage que moi, que peut-être le pôle énergétique de la CEAC, qui regroupe quand même environ, on va dire, un peu plus d'une dizaine de pays, d'accord, n'a pas jugé l'opportunité d'associer la société civile, du moins pour l'instant, parce que je crois quand même qu'ils sont déjà, je pense, hein, je suppose, un peu, parce qu'ils ont semble-t-il, des réunions rotatives, donc dans la plupart des pays qui sont les pays membres. Est-ce que ce niveau, la société civile est suffisamment outillée, suffisamment représentative pour apporter sa contribution? Mais bien sûr qu'elle est outillée. Si l'on prend le cas du Cameroun, par exemple, avec l'ORAS, le réseau associatif des acteurs, le réseau associatif des consommateurs de l'électricité, d'accord, qui mène assez régulièrement des analyses et qui mène des plaidoyers, qui rentrent dans le cadre de l'amélioration des conditions d'approvisionnement de l'électricité, avec à la clé un certain nombre de propositions, un ensemble de propositions fiables et même souvent pertinentes, qui sont des propositions contributives. On a le cas du LDCB du côté d'Abidjan, avec M. Wonu, qui également fait la même chose. Ici, nous avons SOS Consommateurs et avec moi l'ONG, l'ONG Lubia, qui aussi joue tout aussi le même rôle que ce qui se passe ailleurs. Donc si nous avons un apport contributif. Maintenant, après, ça dépend de la façon dont les États perçoivent cet apport-là, d'accord, c'est selon qu'ils estiment de percevoir en la qualité de ces apports un élan de pertinence ou pas. Mais ce qui est évident et ce qui est totalement vrai, c'est qu'en réalité, dans la plupart des États, la société civile apporte, elle contribue, elle propose, d'accord, même si finalement elle s'avère beaucoup plus vindicative. Justement, à ce titre, vous parlez de propositions. À ce titre, quelle peut être la contribution attendue de la société civile, notamment de l'ONG Lubia, pour ce qui est du Gabon? Déjà, mettre en place une véritable politique de normalisation des branchements et installations électriques anarchiques. Quand vous vous baladez un peu partout, dans les communes de Libreville, Ovendo et même à Kanda et même à l'intérieur du pays, vous allez constater qu'il y a de plus en plus de branchements et installations électriques anarchiques. En réalité, le taux d'extension, en fait, je veux dire la politique d'extension n'a malheureusement pas suivi avec la recrudescence, d'accord, avec, oui, justement, cette recrudescence. Très bien, justement, parlons-en. Donc, et ça a malheureusement posé un certain niveau problème. D'accord? Et à ce niveau-là, les populations se sont, avec leurs propres outils, de leur propre façon, d'accord, se sont attelées à procéder à l'électrification, à une électrification, j'ai envie de dire, individuelle, qui malheureusement ne correspondait pas aux normes. Au titre, semble-t-il, d'une zone concédée, c'est d'ailleurs l'argument que la SEG
qui est l'unique concessionnaire de fait et de droit, donc qui est le concessionnaire qui gère le service de l'eau et de l'électricité, qui est au Gabon justement, estime que, étant donné que dans le cadre de la Convention, d'accord, il a été circonscrit une zone que l'on a appelée zone concédée et que la distribution de l'électricité ne devrait en réalité, du moins l'électricité ne devrait en réalité en termes d'extension ne s'arrêter qu'à ce niveau et qu'après ce niveau, il appartient de la responsabilité des populations. C'est pourquoi nous disons qu'il est important de mettre en place une politique de normalisation de ces branchements, comme ça s'est vu par exemple à Abidjan. Oui, le président Ouattara a mis en place, je crois que dans le cadre de je crois, 3 ou 4, non, pardon, une vingtaine de quartiers, autant pour moi, que dis-je, une vingtaine de quartiers a mis en place une politique de ce type-là, d'accord, en installant des poteaux. En installant des poteaux d'extension, parce qu'il faut avouer que par excellence, un poteau d'extension favorise une installation normalisée des branchements. Nous allons aborder tout à l'heure la question de branchement quand nous allons parler de la qualité de l'énergie, de l'électricité. Mais concrètement, qu'est-ce que vous, dans vos statuts, dans vos missions au niveau du Gabon, vous pouvez apporter au secteur énergie, à la modernisation de ce secteur qui est tout à fait important pour le développement économique? Mettre en place un code de l'électricité, c'est l'un de nos plaidoyers ici au Gabon. Il n'y a pas de code de l'électricité au Gabon. Le code de l'électricité, c'est justement cet ouvrage-là, à l'intérieur duquel on devrait retrouver un certain nombre de spécificités du secteur. D'accord? C'est vrai que l'on a mis en place, je crois en 2011, l'Agence de régulation de l'eau et de l'électricité, mais au-delà de cette, qui est très bien d'ailleurs, je veux dire, qui est en réalité une avancée vers justement cette espèce de modernisation de l'électricité dont on parle tant, nous croyons tout aussi qu'au-delà de la mise en place de l'Agence de régulation, il y a également la mise en place du code de l'électricité au Gabon. Nous plaidons également pour la mise en place d'une loi portant protection des consommateurs. Le consommateur, malheureusement, n'est pas véritablement pris en compte dans les différentes politiques publiques qui sont initiées dans le secteur du transport. Donc c'est cela la contribution de l'UBIA. Quand vous parlez de la contribution, de la protection du consommateur, qu'attendez-vous concrètement par protection? Quel sera le contenu? Le contenu, par exemple, ce sont les droits. Ce sont les droits. Regardez, assez régulièrement... Pardon? Vous pensez aujourd'hui que le consommateur africain n'est pas suffisamment, ou gabonais n'est pas suffisamment protégé dans ce secteur? Bien sûr qu'il n'est pas suffisamment protégé. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un texte qui lie le consommateur au concessionnaire, c'est le règlement de service. Mais c'est un règlement qui est unique. Il est totalement unique, j'ai même envie de dire déséquilibré, passez-moi le terme. Parce qu'il accorde beaucoup plus de droits aux concessionnaires et très peu de droits aux consommateurs. Tenez, lorsque le consommateur n'a pas eu l'occasion, sinon la possibilité de pouvoir s'acquitter de sa facture, qu'est-ce qui se passe? Il est frappé d'une pénalité. Oui. D'une pénalité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Lorsque la SEG, par exemple, au cas du Gabon, coupe le courant de façon intempestive, sans pour autant en aviser, d'accord, et avec des répercussions que l'on connaît, pourquoi est-ce que l'on ne mettrait pas là aussi une pénalité au titre des différentes coupures intempestives qui sont, oui, en termes de compensation naturellement, qui sont faites par le concessionnaire. Je veux dire, jusqu'à maintenant, ça n'en est pas le cas. Lorsque vous perdez du matériel électroménager ou même des vivres à la maison, du fait d'une coupure intempestive de la SEG, lorsque vous allez vous plaindre, on vous exige, on met en place un certain nombre de procédures sinueuses, simplement dans le but de vous décourager. Et puis, malheureusement, les âmes les plus faibles se découragent et du coup, le concessionnaire, du moins la SEG, parce que c'est d'elle dont il est question, justement se conforte dans sa position de maître. Mais est-ce qu'à ce niveau, le non-remboursement de la SEG n'est pas dû à l'incapacité de l'État, de la société civile et même peut-être du producteur de démontrer que la destruction de l'appareil, l'avarie de denrées alimentaires est liée à une interruption de l'électricité? Oui, peut-être que si, je veux bien, mais écoutez, certainement pas le consommateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on procède à une installation, il y a des normes exigibles en la matière. D'accord? Ce que la SEG, par exemple, au cas du Gabon, nous réclame, c'est d'avoir une prise de terre. Mais dans combien de ménages, au moment de l'installation, pensent d'abord, font appel à un électricien de qualité,
pour pouvoir, dans le processus d'installation, ou du moins de branchement, avoir la présence d'esprit, sur le plan technique notamment, du moins c'est de mettre en place une prise de terre. Mais écoutez, il y a, comme dans tous les autres pays, un certain nombre de réglementations, une réglementation en vigueur. Pour le cas du Gabon, il y a le décret 00772 portant réglementation, c'est justement de l'utilisation de l'électricité au Gabon. Dans ce décret, il y a un certain nombre de dispositions qui prévoient comment est-ce qu'un branchement devrait se faire. Et à ce moment, en réalité, ce que j'ai envie de vous entendre dire, bon, bref, je vais le dire, c'est que les torts devraient être partagés. En réalité, le tort revient dans un premier temps au gouvernement, qui a du mal à faire appliquer la loi. Ce n'est pas au consommateur de faire appliquer la loi. Ce n'est pas non plus à la société civile. C'est le gouvernement qui a le monopole de la violence populaire et qui a justement le monopole de gérer un certain nombre, enfin de faire appliquer, j'ai envie de dire, pour parler simplement, un certain nombre de réglementations en vigueur, notamment dans le secteur, parce qu'il gère oui, la situation administrative du pays. Est-ce qu'à ce niveau, il est possible pour le gouvernement, il est possible pour la SCG de mettre un agent derrière chaque citoyen qui construit sa maison? Je vais dire, est-ce que la société civile, finalement, ne devait pas aussi participer, contribuer à la formation de tous ceux qui construisent, de tous ceux qui veulent contribuer à la consommation énergétique en Afrique? Il faut qu'elle soit associée, M. Madouma. Il faut qu'elle soit associée. La société civile aujourd'hui est perçue beaucoup plus comme un acteur vindicatif, certes qui peut apporter, mais en réalité, pour la plupart, comme des acteurs, j'ai envie de dire, instrumentalisés. Mais ce n'est pas malheureusement toujours le cas de toute la société civile. On ne va pas en globaliser. Il y a une société civile qui se veut être responsable, un peu comme celle à laquelle j'appartiens dans tous les cas, et qui va, comme cela, apporter un certain nombre de solutions par rapport aux problèmes qui sont posés. Mais il faudra justement que cette société civile soit associée. Or, malheureusement, pour le cas du Gabon, j'entends, hein, je veux dire, la société civile n'est pas généralement associée, ou du moins, elle s'impose une association lorsque, malheureusement, elle décide de mener des sittings, du moins des grèves de la faim, comme ce que nous avons fait mener, j'ai envie de dire, aux côtés des SOS consommateurs en mars 2010, justement pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Justement, vous avez mené des dysfonctionnements, mais en termes d'apport, en termes de contribution, qu'est-ce que l'ONG Lubia a justement fait à ce niveau, peut-être en termes de statistiques, en termes d'enquête? Qu'est-ce que vous avez mené de concret depuis 2009? Nous avons mené en 2011, pardon, dans un premier temps, conjointement avec SOS Consommateurs, une enquête sur les conditions d'approvisionnement de l'électricité. D'accord? Nous avons sillonné un peu plus d'une cinquantaine de quartiers entre Libreville et Ovendo. Et je vais vous dire, le constat, il est amer. Les populations justement, s'électrifient dans des conditions, j'ai envie de dire, de précarité le plus totale. Ce sont des branches de palmiers, ce sont des bambous, ce sont des lattes de chevrons, ce sont même des barres de fer, justement, qui constituent des outils de transport de l'électricité. Or, vous savez, l'électricité, je l'ai dit, justement, au risque de me répéter, obéit à un certain nombre de normes, notamment dans le domaine du transport. Et donc, nous avons mené cette étude, aux côtés des SOS Consommateurs, cette enquête, pardon, avec à la clé une analyse, et donc un rapport d'analyse qui a été transmis au chef du gouvernement de l'époque, nous étions en 2011, voilà, qui a été transmis au ministre de l'énergie de l'époque, nous étions là toujours en 2011, et donc, malheureusement, jusqu'aujourd'hui... Quelles étaient les propositions contenues dans cette enquête, si vous avez quelques idées? Oui, dans cette enquête, il y avait justement la première proposition, c'était celle-là, celle de la normalisation des branchements et installations électriques anarchiques. Il y avait celle-là, et puis il y avait également une autre proposition qui visait à réduire le coût des poteaux d'extension. Vous savez, le poteau d'extension, c'est cet instrument qui permet d'interconnecter les ménages, d'accord, en vue de la distribution efficiente de l'électricité. Or, malheureusement, ce qui s'est révélé, c'est que les coûts de ces poteaux sont excessifs. Nous allons de l'ordre entre 300 et 600 000 francs. Vous imaginez bien que ce sont des montants qui ne sont pas accessibles à n'importe quel kidam. À n'importe quel kidam au Gabon, du coup, voilà, de ce que nous connaissons. Donc, ça rentre là dans le cadre. C'était justement l'une des... ce sont là, pardon, deux grandes propositions. Quand on réduit les coûts, quand on sait que la production a un coût? Nous avons proposé, en 2011, la création, et d'ailleurs c'est un projet que nous avons encore dans nos tiroirs, c'est la mise en place d'une
d'une entreprise, d'accord, d'une modeste industrie qui va, comme cela, procéder à la fabrication des poteaux d'extension avec des matériaux de récupération. C'est un projet que l'ONG Lubia et SOS Consommateurs ont comme cela initié, ont entrepris, et ils l'ont soumis au gouvernement. Oui, avec des matériaux de récupération, ça se passe, on l'a vu dans certains pays de la sous-région, notamment de l'UEMOA, d'accord, des pays qui ont réussi, avec naturellement l'appui financier extérieur, hein, voilà, qui ont réussi comme cela à mettre en place ce type de technologie et qui sont parvenus, pardon, autant pour moi, à un transport de l'électricité qui ne confère pas autant de dangers ou de risques comme ce type de transport, comme ce type de méthode artisanale que nous utilisons aujourd'hui. C'est une des propositions que nous avons versées dans le cadre du rapport que nous avons adressé au gouvernement de la République, et même une copie du rapport avait été adressée au président de l'Assemblée nationale. Alors, on veut bien comprendre le rôle ou situer la société civile sur l'échiquier du secteur énergie. Il y a d'un côté les gouvernants qui imaginent et élaborent les politiques énergétiques, de l'autre côté les opérateurs économiques qui justement ont en charge le volet technique. La société civile se situe à quel niveau? Bon, il faut dire que la société civile se situe au niveau... la société civile, c'est le consommateur, en réalité, d'accord? C'est le consommateur, et en tant que consommateur, je l'ai dit plus haut, nous avons des droits. Donc, nous nous situons au niveau où nous nous attelons assez souvent à rappeler aux uns et aux autres, hein, que ce soit d'une part l'État et de l'autre part l'entreprise, le respect des conventions qu'ils ont signées. Parce qu'à ce qui semble, c'est qu'ils signent, l'État signe des conventions pour le cas de la privatisation de la SEG et de beaucoup d'autres entreprises africaines, signent des conventions et ils ne mettent pas en place un certain nombre de politiques de suivi, d'accord, des dispositions, du moins des avenants contenus à l'intérieur de ces conventions. Et donc la moralité, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec une société civile qui malheureusement se sent désabusée, passez-moi le terme, qui malheureusement se sentent désabusés, et puis malheureusement elle est prompte à poser un certain nombre d'actions qui vont naturellement dans le sens de... Quels sont vos rapports avec les opérateurs économiques? Est-ce que vous allez vers les opérateurs économiques dans une logique, non pas de confrontation, mais de proposition de solutions adaptées au contexte de nos États? Oui, nous avons essayé. Il fut un temps où nous avions, je crois en 2013, mené aux côtés d'SOS Consommateurs un vaste projet de sensibilisation sur l'efficacité énergétique, donc les économies d'énergie, avec naturellement l'unique concessionnaire de fait et de droit, à savoir la SEG. Et donc c'est une entreprise, dans tous les cas l'unique pour l'instant, qui gère le secteur de l'électricité, du fait du lien de la convention, du lien qui le lie à la convention avec l'État gabonais. Donc nous avons comme cela sillonné plusieurs provinces du pays, d'accord, en allant leur partager un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'outils qui visent à promouvoir le principe de l'efficacité énergétique qui rentre justement dans le cadre de l'économie d'énergie et donc par conséquent l'économie de gain. Donc oui, nous avons des rapports assez, j'ai envie de dire assez courtois avec ce concessionnaire. Alors, nous vous rappelons que nous recevons, et vous l'avez certainement lu en dessous de votre écran, M. Cédric Maïla, qui est le président de l'ONG Lubia, une ONG qui lutte contre les branchements et installations électriques anarchiques au niveau du Gabon. Et avec lui, nous essayons d'apprécier la contribution de la société civile africaine, notamment pour ce qui est de la déperdition, ou du moins de la lutte contre la déperdition de l'énergie au niveau des grandes villes. Nous avons abordé cette question. Nous allons tout à l'heure aborder une deuxième thématique centrale, c'est les pertes d'énergie au niveau de l'Afrique. Mais avant, et si la régie est prête, nous allons observer une pause et nous nous retrouvons juste après. Vous êtes sur cette économie et le thème de ce jour, c'est la sécurité
et la déperdition énergétique. Et plus précisément, il est question pour nous de saisir le rôle de la société civile africaine, la contribution de la société civile africaine dans la lutte contre les branchements énergétiques, dans la lutte pour une meilleure qualité, une meilleure modernisation du secteur énergie en Afrique, un secteur vital pour le développement de nos États. Et nous recevons M. Cédric Maïla, président de l'ONG Lubia, avec qui nous avons abordé, nous avons vu la société civile africaine, le rôle, la contribution. Maintenant, nous allons aborder un peu la question liée à l'insécurité. Comment elle se matérialise au niveau de notre pays, le Gabon? Alors, l'insécurité électrique se matérialise essentiellement sur le plan technique. Sur le plan technique, vous avez lorsque nous sillonnons les quartiers, dans le cadre de différentes enquêtes que nous menons, nous constatons qu'il y a, par exemple, des transformateurs qui sont ouverts. Or, nous savons que les transformateurs, ce sont là des outils qui, non seulement modulent l'électricité, mais qui dégagent de véritables ondes, qui sont susceptibles de pouvoir détruire dans un rayon, assez important. Il y a dans les quartiers des branchements et des installations, des branchements, des câbles qui jonchent le sol, à même le sol, avec des connexions fonctionnelles, qui malheureusement exposent les usagers de l'électricité que nous sommes à divers risques, des risques d'électrocution. Quand on sait qu'une électrocution, c'est en réalité le passage du courant dans le corps humain et qui entraîne de façon systématique à la mort. Il y a dans les ménages, donc à l'intérieur des maisons, des branchements qui sont faits de façon artisanale, une sorte, ce qu'on va appeler ici, on a appelé nous des toiles d'araignée. D'ailleurs, nous avons développé un concept que l'on a appelé la socialisation du risque, parce qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte dans la cinquantaine de quartiers que nous avons visités avec l'association SOS Consommateurs à Libreville et à Ovendo, et même à l'intérieur du pays, qu'en réalité, les populations se sentent socialisées avec le risque. Nous avons vu du côté, dans les environs d'Ovendo, une famille, qui a des câbles qui passent juste à la devanture, donc à la terrasse de leur maison. Excusez-moi, ça fait pas rire, je sais, mais qui installe sur ces câbles du linge mouillé. Mais vous imaginez le type de risque auquel cette famille puisse être exposée. Et l'ironie du sort, c'est qu'effectivement, nous enregistrons des cas de décès. Donc il y a effectivement à l'intérieur des maisons ces branchements de type branchement de la mort qui causent des courts-circuits, autant pour moi, avec un doigt accusateur, et des courts-circuits, j'ai envie de dire, qui causent par la suite des incendies. Voilà. Donc il y a essentiellement sur le plan technique un ensemble d'illustrations comme cela que l'on peut. Il y en a permettre. Vous allez du côté, sur nos voies principales, on va dire. Il y a des poteaux qui sont détruits du fait d'un accident, et donc les sociétés qui sont chargées de pouvoir réhabiliter ces poteaux-là ne font pas preuve de promptitude malheureusement. Et donc ça fait quoi? Ça fait que généralement la cavité qui est censée couvrir les connexions électriques, parce qu'il y a du courant qui passe par là, reste ouverte. La cavité reste totalement ouverte. Vous imaginez du côté de Rio, j'ai vu un jeune homme se faire électrocuter, enfin électriser, parce que là encore c'était une simple électrisation, c'est-à-dire le passage du courant à l'intérieur du corps, sans pour autant véritablement entraîner à la mort. Mais il aura fallu justement l'obligeance de certains secouristes dans les environs qui ont réussi à le réanimer. Donc les cas sont légion, des cas sont tout aussi perceptibles. Et je pense, pour ma part, que le ministère de l'Énergie est tout aussi informé justement de la nature de ces différents sinistres qui sont causés par ces installations électriques qui sont anarchiques parce qu'ils ne répondent pas aux normes exigibles en la matière. Quand vous parlez de socialisation de leur risque, j'ai envie de vous poser la question, quel rôle peut jouer la société civile et quel rôle vous jouez justement à ce niveau pour éviter... C'est un rôle de sensibilisation. Sensibilisation, information des populations. C'est un rôle de sensibilisation sur les risques, auxquels elles sont exposées. Si tel est qu'elles ne s'appropriaient pas un certain nombre de méthodes, de sécurité. Parce que là, nous touchons à la question de la sécurité électrique qui a un autre verre. C'est ce qui est en réalité, à mon avis, un sujet transversal parce qu'il fait intervenir là aussi la sécurité publique. Parce que si tel est que les populations qui en réalité vivent dans un environnement ne se sentent plus en sécurité,
Du coup, leur sécurité est menacée. Si elle est menacée, il y a le concept de la sécurité publique, justement, qui rentre en ligne de compte. Oui, nous essayons d'informer, nous sensibilisons, mais nous éduquons tout aussi. Alors, à côté de ces risques, vous avez grainé un certain nombre de risques, les transformateurs, les câbles qui traînent au sol. Vous avez parlé des branchements artisanaux à l'intérieur des maisons. Et même à l'extérieur aussi. Même à l'extérieur. Et ça, vous mettez tout ça sous le nom de socialisation du risque de mort lié à l'électricité. Mais qu'en est-il de tous ces matériaux qui sont vendus, qui ne sont pas de la responsabilité peut-être des ménages et peut-être de l'opérateur économique, ces câbles qui sont vendus? Mais vous l'avez dit, ce n'est pas de la responsabilité du ménage, et certainement encore moins de l'opérateur économique, mais j'ai envie de dire que si. Parce que qu'est-ce qu'il vend? Enfin, l'opérateur économique, sauf si vous voulez parler du concessionnaire, j'entends, mais je dis, dans chaque État, il y a des règles. Et même, de même que dans le cadre du décret 00772 que j'ai cité, il y a justement un volet qui traite, du moins un certain nombre de dispositions qui traitent de la question des matériaux, de la qualité du matériel. D'accord? Oui, effectivement, il y a une recrudescence du matériel de mauvaise qualité qui nous sont vendus. Mais ces matériaux passent par où? Ils passent par nos services douaniers. D'accord, qui eux, en réalité, devraient mettre en place un certain nombre de mécanismes qui viseraient justement à faire en sorte que ce type de pratique n'est pas court. Parce que je vais vous dire, il y a la GANOR, l'agence gabonaise de normalisation, qui vient d'être créée, 2 ans, je crois, 2 ans aujourd'hui, oui, qui justement avait mis, je me souviens, en 2013-2014, avait mis en place une commission technique. Une commission technique, d'accord, qui effectivement, avec à ses côtés, le Conseil national de l'eau et le Conseil national pour la sécurité de l'électricité, le CONSIOLEC, pour ne pas le citer, pour voir dans quelle mesure il était capable de pouvoir mettre un certain nombre de mécanismes pour pouvoir réguler le flux justement de ces matériaux dits de contrefaçon qui sont j'ai envie de dire, qui constitue, j'ai envie de dire, une autre source d'accident de type électrique. Oh oui, on l'a vu, les matériaux qui constituent des sources d'accident, qui peuvent amener une surchauffe dans le transport de l'électricité. Mais vous, au niveau de la société civile, est-ce que vous êtes organisé pour présenter aux consommateurs ce qui peut être une bonne qualité d'un câble électrique, une bonne qualité d'une prise? Est-ce qu'à ce niveau, vous avez dans ce sens des enquêtes, des rencontres avec les consommateurs? Oui, nous avons des rencontres avec des consommateurs. Nous avions en 2013, je crois, pris part à un séminaire international qu'avait organisé le CONSIOLEC, d'accord, sur la normalisation et la qualité des matériaux de récupération d'énergie. Okay, un séminaire auquel avait pris part la GANOR, justement. Et donc, à l'issue de ce séminaire, il y a eu un certain nombre d'outils dont nous sommes rentrés en possession. Et donc, nous nous sommes proposés comme cela, d'aller vers les ménages, leur expliquer, d'accord, leur expliquer quelles sont les normes qui permettent de pouvoir déceler la mauvaise qualité de la bonne qualité. Mais je crois que nous sommes allés au-delà du simple principe. Nous avons adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale, avec à la clé une proposition, tout humblement, d'accord, en lui demandant de légiférer sur le type de matériaux labellisés. Ce sont des matériaux de récupération d'énergie essentiellement. Parce que s'il y a une loi, d'accord, nul n'est censé ignorer la loi et donc personne ne peut contourner cette loi-là. S'il y a une loi qui est mise en place, qui va désormais légiférer sur le type de matériaux labellisés, tant bien du type de matériaux labellisés, la sécurité n'a pas de prix, hein, ça je tiens à le préciser, dans le pays. Écoutez, c'est un grand pas que l'on aura justement amorcé dans le cadre du processus non seulement d'amélioration des conditions d'approvisionnement de l'électricité, mais aussi et surtout dans le cadre des conditionnalités d'appropriation des normes en termes d'électricité, qui sont des normes spécifiques. En français facile, aujourd'hui, est-ce que la société civile peut aider le Gabonais, peut aider l'Africain à distinguer un mauvais câble d'un bon câble? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si le consommateur doit se promener contre le mauvais câble, il faut qu'il soit capable
d'identifier la mauvaise ampoule, le mauvais câble, la mauvaise prise. Bon, je vais vous dire très honnêtement, la société civile n'a pas de laboratoire, approprié. On a pour le cas de la Côte d'Ivoire le LBTP, Sécurel, d'accord, qui a mis en place un laboratoire qui se charge de contrôler la norme, notamment le type de matériaux de récupération d'énergie comme les câbles, les prises et tout ce qui va avec dans le pays. En réalité, ici, ici pour le cas du Gabon, c'était une mission qui était affectée au CONSUELEC, le Conseil national pour la sécurité des usagers de l'électricité, à l'intérieur duquel se regroupent justement tous les acteurs du secteur de l'électricité, notamment les consommateurs que nous sommes. Et donc, si tel est que les missions du CONSUELEC avaient proprement dit démarrer réellement, il est de toute évidence que nous nous serons appropriés les mécanismes nécessaires pour pouvoir aller faire distinguer, comme vous le disiez tantôt, le consommateur du mauvais, le bon câble du mauvais, la bonne prise de la mauvaise, d'accord? Parce que le CONSUELEC avait justement, dans sa vision, c'est de mettre en place un laboratoire, un peu comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire à Abidjan, Sécurel LBTP. Donc mettre en place un laboratoire qui viserait à regarder comme ça les conditionnalités liées aux normes des matériaux de récupération d'énergie. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, pour le cas, ou du moins dans le champ géographique dans lequel vous intervenez, vous êtes capable aujourd'hui de chiffrer les pertes énergétiques? Bon, oui, les pertes énergétiques, nous avons mené avec quelques experts, hein, les pertes énergétiques. Vous savez, la convention, les pertes conventionnelles, tout le moins la norme conventionnelle exige des pertes énergétiques de l'ordre de 10%. C'est prévu. L'électricité, c'est un élément qui ne se conserve pas. C'est-à-dire, aussitôt elle est produite, autant pour moi, elle est automatiquement transportée et elle est aussitôt utilisée. Voilà. Et donc, c'est pendant ces différentes étapes qu'il y a des pertes énergétiques. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il y a également des pertes énergétiques qui sont liées à la mauvaise appropriation, à l'inappropriation des méthodes d'utilisation énergétique. Notamment, on a parlé du mauvais matériel, on a parlé des branchements d'installation électrique anarchique. Ce sont des pertes énergétiques. Et il y a naturellement des pertes énergétiques qui sont de la façon dont on utilise, on parle là d'efficacité énergétique, on utilise l'électricité. Et donc, l'ensemble de tous ces éléments, malheureusement, constitue de l'ordre de 30 à 40% quand même, hein, je veux dire, en termes de pertes. Parce que, nonobstant le fait qu'une perte énergétique entraîne tout naturellement des pertes économiques, parce que l'énergie n'est pas gratuite, elle est payante. Et ces 30 à 40% sont facturés aux consommateurs par le concessionnaire, malheureusement. Donc, alors, voilà un peu... Oui, donc vous avez fait un travail à ce niveau. Est-ce que vous pensez aussi que le public, le consommateur africain est suffisamment informé sur le fait de mieux utiliser l'électricité? Je veux dire, quand il n'est pas à la maison, il doit interrompre l'électricité, etc., etc. On n'est pas laissé la télévision allumée quand il ne suit pas la télé. Est-ce que tous ces aspects sont abordés par la société civile? Non, oui, les aspects sont abordés par la société civile, mais il faudrait que ce soit des aspects, il ne faut pas que ce soit de simples aspects ponctuels. Au-delà du fait que ces aspects soient abordés, il faudrait que l'on aille vers la pérennisation de ce type d'action, d'accord? Vous savez, les habitudes dans la vie dure, il faut assez régulièrement répéter et encore répéter. Mais pour que cela soit pérenne, il faille justement que nous soyons accompagnés. Et c'est naturellement des accompagnements financiers. Mais pour la plupart du temps, vous savez, dans la plupart des politiques, dans la plupart des gouvernements africains, hein, il y a ce pan réservé à l'efficacité énergétique. C'est ce dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, Innocent. Et donc, dans le cadre de cette efficacité énergétique, il y a justement l'appropriation d'un certain nombre de méthodes d'utilisation. Éteindre le courant lorsque l'on sort d'une pièce, le remplacement vous savez, les églises incandescentes, les églises, autant pour moi, je veux dire, les ampoules incandescentes, voilà, vous avez compris, sont une source d'utilisation d'énergie, d'accord, mais forte. Et donc, pour le cas du Ghana, par exemple, que je connais assez bien, ils ont mis en place une politique, donc un programme de remplacement systématique. Donc, ils ont détruit tout ce qu'il y avait comme ampoule incandescente en ampoules de basse consommation, donc les LED, comme on va dire. Et je vous assure que cela a généré, en termes de ressources, hein, beaucoup
d'économie. Et donc, ceci pour dire que oui, dans les États, ils mettent en place, en réalité, ce pan-là réservé à l'efficacité énergétique. Malheureusement, c'est un pan sur lequel ils ne mettent pas suffisamment de moyens pour pouvoir accompagner la société civile, parce que c'est nous qui sommes plus proches des consommateurs. Est-ce que vous pouvez être indépendant si vous dépendez des finances publiques dans le rendu de jugement? Oui, c'est vrai que ce n'est pas possible, mais nous contribuons au développement, aux politiques publiques et donc tout naturellement aux politiques de développement durable. Et donc à ce titre-là, dans tous les pays du monde, je pense qu'il y a justement, enfin les pays du monde, notamment, je parle là de l'Afrique, il y a des pans qui sont réservés qui sont réservés aux plateformes initiées à un type de convention, de convention avec les partenaires sociaux et donc les consommateurs. Alors, vous défendez la société civile, j'ai envie de comprendre, vous défendez le consommateur. Est-ce que ce consommateur, je veux dire le consommateur qui ne respecte pas la loi, celui-là, le consommateur incivique, qui branche de l'électricité ou qui vole, entre guillemets, de l'électricité sur un circuit, soit de particulier ou un circuit public, ne contribue pas à l'alourdissement de la facture. Le fait de voler l'électricité, est-ce que ça ne se répercute pas sur les autres consommateurs? Mais si, attention, le vol déjà c'est un délit. C'est un délit et donc nous n'encourageons pas, nous ne mettons pas en place une sorte d'encouragement de politique d'encouragement de délit. Nous n'encourageons pas la politique de délit. C'est simplement ce qu'il faut dire. Oui, ce que vous dites est pertinent. Ce que vous dites est pertinent, c'est pourquoi d'ailleurs justement nous avions en 2012 je crois mis en place des brigades volantes qui sillonnaient l'ensemble des quartiers, d'accord, parce qu'effectivement il nous avait été rappelé qu'il y avait des compatriotes véreux qui malheureusement s'illustraient par des méthodes pas très archaïques justement pas très bonnes, qui visaient justement à aller voler de l'électricité. Je me demande, mon Dieu, comment est-ce qu'ils en arrivent. Peut-être du fait aussi que la puissance appelée n'est pas généralement celle-là utilisée, parce que c'est quand même du 220 volts. Bon, comme malheureusement dans les ménages nous recevons entre 180 et 190 volts, ils ont certainement des outils beaucoup plus performants pour pouvoir aller voler de l'électricité. Si cela alourdit en termes de charge, cela alourdit justement la facture du consommateur, mais malheureusement cet alourdissement-là est payé, d'accord, par le consommateur, par le bon consommateur, j'ai envie de dire, malheureusement, plutôt que par le consommateur véreux, dont on a souvent du mal à mettre la main dessus. Alors, la question de la sécurité, l'économie de la sécurité énergétique, est-ce que ça peut générer des emplois? Est-ce que ça peut générer des entreprises? Je veux dire, la mise en place des entreprises pour vouloir réguler le secteur, est-ce que ça peut être aujourd'hui source d'emploi pour l'Afrique, pour les pays africains? Bon, oui, je crois que oui. Vous savez, lorsqu'on parle d'efficacité énergétique et donc d'économie, d'accord, on voit là justement un volet qui a trait à l'économie sur le plan financier. Ça, c'est d'un. Bon, je veux dire, pour le cas du Gabon, par exemple, nous avons le Conseil national pour la sécurité des usagers de l'électricité, qui a justement, dans le cadre de sa vision, dans le cadre de ses objectifs, ce pan réservé à l'efficacité énergétique. Et donc, lorsque le Conseil national, le Conseil national pour la sécurité des usagers de l'électricité se mettra en œuvre, il est de toute évidence que dans le cadre des différentes initiatives, j'ai envie de différents projets et donc objectifs qui sont prévus, d'accord, notamment par la loi et qui lui sont conférés, il aura besoin de la ressource humaine, donc de la ressource humaine importante. Et donc oui, à ce titre-là, cela va générer, j'ai envie de dire, de l'ordre d'un peu plus de 300 emplois quand même. 300 emplois pour mettre en place tout ce qui est dispositif sécuritaire, fonctionnement pour la sécurité. Absolument. Alors, abordons le dernier point de cette deuxième partie de notre émission, relatif aux ressources humaines. Vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur de l'électricité, je vais dire, la mise en place d'un secteur énergétique bien régulé, bien fonctionnel, peut générer des emplois? Est-ce que nous avons, au niveau de l'Afrique, des ressources humaines pour faire face à tous ces défis? Bon, sur le plan, de façon globale,
J'ai envie de dire non, pour l'heure, nous n'avons malheureusement pas suffisamment de ressources humaines, d'accord, pour faire face à ces différents défis, simplement du fait de ce que dans les États, combien d'États, je prends le cas du Gabon, hein, que je connais assez bien, combien d'États, justement, mettent en place un certain nombre de politiques, d'accord, qui visent à développer les biotechnologies, d'accord, via des bourses des étudiants, par exemple, pour s'intéresser aux mécanismes de construction des systèmes d'énergie éolienne, d'énergie solaire, en fait, des énergies renouvelables. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur énergétique est un vivier d'emploi pour les jeunes Africains? Absolument. Voilà. Absolument. Et donc, il faut que ces jeunes Africains s'orientent vers ces métiers? Tout à fait. Mais ce sont justement les gouvernants qui doivent les y emmener, parce que, dans tous les cas, ce sont eux qui gèrent le contexte politique et social, dans tous les cas, de l'ensemble des pays. Alors, abordons différents pays autant. Oui, abordons le dernier point, l'avenir de l'électricité de demain en Afrique. Comment la voyez-vous? C'est une électricité, je la vois dans le cadre de la mixité de l'électricité, c'est-à-dire que c'est une étape qui vise à faire en sorte que l'on arrive à joindre l'électricité classique, d'accord, qui est produite à base de centrales thermiques, de centrales hydrauliques, d'accord, et cette électricité de substitution dite énergie renouvelable, voilà justement, donc à base du solaire, de l'éolienne et du biomasse. Et je crois que cela rentrera dans l'une des préoccupations qui sera évoquée dans le cadre du COP21, et c'est à cela justement que s'active M. Jean-Louis Borloo, d'accord, le président de l'association Énergie pour l'Afrique, d'accord, qui estime que d'ici à 2020, que l'Afrique devra en réalité atteindre les taux d'électrification d'environ les 50%, parce que malheureusement, nous ne nous situons qu'à 13%, d'accord, du point de vue de l'électrification mondiale. Alors, quelle est la responsabilité, quelle va être la responsabilité de la société civile dans les prochains jours pour ce qui est des énergies renouvelables? Quelle contribution pouvez-vous apporter pour que ce secteur se développe, étant donné que nous avons du soleil, nous avons du vent? Oui, la responsabilité, c'est celle de soumettre à l'appréciation des gouvernants un certain nombre de propositions. D'accord. Et puis bon, maintenant, après, il appartiendra à ceux qui gouvernent de décider de la pertinence de nos associés dans le cadre des politiques publiques qui sont initiées dans le concept de l'approvisionnement de l'électricité en toute sécurité, naturellement, au Gabon. Mais il est évident que ces énergies renouvelables sont beaucoup plus propres, peu onéreuses tout aussi, au moment où même nous allons vers une sorte de révision du tarif de l'électricité qui, comme on le sait au Gabon, apparaît quand même assez cher. Alors nous avons une tradition sur ce plateau, c'est la signature du livre d'or. Il nous reste à peu près 4 minutes. Vous avez le temps ici de mettre quelques mots et de nous dire ce qui vous passe par l'esprit. D'accord. Merci.
Alors, il nous reste 2 minutes, vous allez lire. On a vu un président de l'ONG suffisamment inspiré, alors quel est le fruit de votre inspiration? Très bien, alors donc j'ai simplement dit que l'électricité est un droit inaliénable, c'est également un secteur de souveraineté et donc notre souhait à l'UBIA, c'est notamment d'aller vers la renationalisation du secteur, donc de ce secteur qui connaît malheureusement un certain nombre de dysfonctionnements au Gabon, notamment dans la gestion de services publics. Voilà, et donc à cet effet, j'ai justement été heureux de prendre part à cette émission, cette économie, que je veux être pérenne. Et c'est justement à cet effet que je souhaite à l'émission justement une longue vie et surtout à cette chaîne panafricaine futuriste, voilà, justement une très longue vie, Canal 7. Merci. Est-ce que la société civile sera de la COP21 à Paris? Bon, honnêtement, je n'ai pas envie de m'avancer. Ce n'est certainement pas évident, vu que nous n'avions pas véritablement... Enfin, ce que je sais, ici, pour le cas du Gabon, nous avons certes une plateforme qu'on appelle le plan climat, qu'on appelle la commission climat, justement. Mais tant que je sache, en fonction naturellement du thème qui sera abordé, hein, notamment les énergies renouvelables en Afrique, je ne pense pas que nous, sociétés membres de la société civile, nous ayons été associés à une quelconque... voilà. Alors, merci, M. Cédric Nbenguida, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, téléspectateurs, d'être restés avec nous. Vous l'avez compris, nous avons abordé l'apport potentiel, l'apport possible de la société civile dans le secteur sécurité énergétique. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette économie.